Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur la journée mondiale des droits de l'enfant, une journée célébrée ce lundi à Mayotte. Et pour parler de cet événement, le 4e vice-président du conseil départemental chargé du social, Issa Abdou Issa, est l'invité de la rédaction. Lundi 20 novembre 2017, bienvenue dans votre JTM, voici les titres. La journée mondiale de l'enfance, c'est aujourd'hui. L'événement a eu lieu du côté de Koungou où des stands ont été mis en place en faveur notamment de la protection de l'enfant. Cette journée avait pour thème « Quelle place a actuellement l'enfant dans la société mahoraise ?» Focus en ouverture de votre journal. La semaine dernière aura été chargée pour le syndicat SNUVP FSU. La délégation régionale a en effet été reçue à l'Élysée et au ministère des Outre-mer. Taux d'indexation des salaires, reprise en compte de l'AGS, passage de tout le département en un REP+, construction scolaire, violence. Nous avons souhaité en savoir plus sur le bilan de ces rencontres. Le point au cours de cette édition. La Coupe des clubs champions de l'océan Indien approche à grands pas. Elle se tiendra à l'île Maurice du 25 novembre au 3 décembre. Mayotte devrait y être représentée par le club de Mtimkoura chez les hommes et Kombani chez les femmes. Néanmoins, les problèmes financiers remettent en cause la participation des championnes mahoraises. Reportage. Ce lundi, le monde célèbre la 63e journée internationale de l'enfance, une journée pour promouvoir les respects et les droits de l'enfant. Mayotte n'est pas un reste, direction Koungou, où sa grande place, celle de la Poste, accueillait une journée d'action organisée en faveur des mineurs, au menu de nombreux ateliers d'animation, stands de jeux et prévention notamment. Bastien Sabouret. C'est la journée mondiale de l'enfance et cette année, c'est à Koungou que l'événement a lieu. C'est dans le cadre de ces missions de protection de l'enfance que le conseil départemental, à travers sa DPE, sa direction de la protection de l'enfance, organise cette année encore des actions en faveur des enfants. Nous sommes venus pour la journée du droit de l'enfant. L'objectif étant de rappeler la Convention des droits de l'enfant, les droits et les devoirs de l'enfant. Des jeux, des conseils et de l'information, plusieurs ateliers sont présents. Le thème retenu à l'occasion de cette journée est la place de l'enfant dans la société mahoraise actuelle. Chaque participant est invité à réfléchir autour de cette problématique. Les enfants, ce sont aussi des êtres à part entière comme tout le monde, donc il faut que nous respectons leurs droits pour qu'ils puissent s'épanouir et pouvoir les faire valoir plus tard. La place de l'enfant à Mayotte est un peu complexe parce que la famille mahoraise est en train d'évoluer et elle évolue très vite. Déjà, les parents, quand ils entendent parler de droits des enfants, ils sont effrayés parce qu'ils pensent que dire aux enfants qu'ils ont des droits, ça veut dire que ils vont penser que droit, et donc ils vont faire n'importe quoi. Voilà, donc il y a des personnes, même s'ils savent que ça existe, mais ils se disent non, vaut mieux ne pas en parler parce que ça va aggraver les choses, mais les gens ils se trompent en fait, parce que les enfants ils ont besoin de savoir qu'ils ont des droits pour pouvoir les faire valoir par la suite. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Si certains stands proposent aux enfants de s'amuser, sur d'autres stands on explique et on informe les parents et leur progéniture, comme ici sur le stand d'Alaoui Rehema, où on prévient des dangers de la maison au quotidien. Malheureusement, la maison, c'est là où il y a le plus de dangers et puis qui touche le plus d'enfants de moins de 6 ans. Justement, donc ça nous a paru important vu la population jeune, de plus en plus jeune à Mayotte. Une représentation d'une cuisine typique mahoraise, vous pouvez voir, le feu de bois, donc à proximité, accessible aux enfants, enfin, souvent des cuisines avec des installations électriques, souvent magnéniées, comme on peut le dire à Mayotte, les allumettes qui traînent, les produits aussi dangereux, comme pétrole ou eau de javel, qui sont souvent mis dans des bouteilles d'eau ou de jus. Et comme c'est des produits colorés, souvent les enfants comme sont attirés par la couleur, ne savent pas forcément ce que c'est, ils prennent ça pour du jus et donc ils vont tout de suite prendre et ingérer. Et si la santé doit être préservée en évitant les accidents,
Elle doit aussi l'être en prenant soin contre un danger encore moins visible, les maladies. Le stand vaccination est là pour ça. Le plus important, ce sont les rappels. Nous, on vaccine jusqu'à 18 mois et on les fait revenir au fur et à mesure. Mais souvent, le rappel de 6 ans, il est oublié. Les enfants ont des devoirs, mais aussi des droits. Ces derniers leur restent trop souvent difficiles d'accès sur l'île aux Fleurs. Il est temps que petits et grands en prennent conscience sur un territoire où le nombre de naissances a augmenté de 45% entre 2013 et 2016. Bonsoir Issa Abdou. Issa. Bonsoir Sony Samsudine. Bienvenue dans ce 19h. Alors, quelle place doit avoir l'enfant dans notre département ? Une place de choix parce que d'abord il s'agit d'une jeunesse d'une manière générale. Vous savez qu'une société, la nôtre, est jeune à 60% à moins de 20 ans. Donc c'est quelque chose qui compte d'une manière générale. Et puis singulièrement s'agissant de l'enfance, c'est une étape importante dans la vie qu'il faut surtout pas rater. C'est le rôle primordial que doit jouer le parent. C'est au fond ce que nous essayons de rappeler à travers cette journée mondiale. Et en disant cela, les droits et les devoirs de l'enfant, parce que faut pas qu'on loupe cette marche-là si on veut vraiment préparer l'avenir. C'est le pari que nous faisons, nous, au conseil départemental, ne serait-ce que parce que c'est notre compétence, mais à plus forte raison, quand on a cette conviction forte qui est la nôtre, raison pour laquelle nous célébrons cette journée, couplée d'ailleurs, au-delà de la journée mondiale de l'enfance, du forum de la petite enfance, parce que nous faisons 2 années avec à chaque fois un filigrane, même pas un filigrane d'ailleurs, pour rappeler un message simple, qui est celui qui consiste à respecter les enfants, le droit des enfants et comme on l'a dit tout à l'heure, les devoirs aussi. Alors vous avez parlé de droits et de devoirs pour les enfants. Justement, quel est le devoir du conseil départemental en faveur du respect des droits des enfants ? La sensibilisation, le respect, la réflexion, comme en prenant des initiatives comme celle qu'on vient de prendre aujourd'hui, en organisant, en étant moteur, en étant chef de file, et pas que dans les mots, mais vraiment dans les actes comme nous l'avons fait là, en réunissant autour d'un même lieu tous les acteurs, tous les protagonistes concernés par ce sujet-là. Je pense aux associations, aux diverses associations comme CEMEA qui œuvrent dans la parentalité, mais pas que, les institutions comme la PJJ, l'État et tous ceux qui œuvrent dans le même sens que nous, à participer autour de cette réflexion. Ce devoir d'organiser les choses et d'être celui qui entraîne les autres dans cette réflexion. Et donc, c'est notre devoir, cette compétence, la première, je le rappelle quand même, du conseil départemental. Et donc, nous essayons vraiment de jouer cette partition qui est la nôtre, mais la jouer à fond. Alors justement, on parle, le droit de l'enfant, c'est l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès également à l'éducation. À Mayotte, on a ce problème-là au niveau de la scolarisation. Une centaine d'enfants non scolarisés, des milliers d'après l'association du village d'Eva. Est-ce digne d'un territoire français pour vous, Issa Abdou Issa ? Non. Et comment faire justement pour lutter contre ce phénomène ? D'abord, rappeler que l'école de Jules Ferry, alors ça dépend pas directement du conseil départemental, mais rappeler que l'école de Jules Ferry, elle consiste à instruire tous les enfants, à les éduquer, c'est un devoir même que nous avons. Et en même temps, pour ce qui nous concerne nous, c'est d'abord la mise à l'abri. Il y a environ 3000 mineurs isolés, selon David Guyot. Nous pensons qu'il y en a un peu plus, mais il faut bien s'appuyer sur un chiffre, c'est celui-là qui est officiel. Nous nous battons d'ailleurs pour que nous fusionnions l'OPEMA, aujourd'hui qui relève du département, et l'OMI, l'Observatoire des mineurs isolés de l'État, pour que nous fassions entité commune, pour que là aussi nous ayons avec exactitude les chiffres, les vrais, pour que nous apportions les meilleures réponses à la situation. Donc 3000 mineurs isolés, au bas mot, mais qu'à cela ne tienne, on va dire ça comme ça, à partir de cette base de travail. Et une fois qu'on a dit ça, la loi, celle de 2007, qui dit qu'il faut 3 enfants par famille d'accueil, nous en avons une centaine de familles d'accueil, 3 enfants maximum, 4 par dérogation. On a vite fait les comptes, il y en a à peu près 4-5 qui sont pris en charge par ces familles d'accueil. Notre devoir à nous, c'est, parce que vous voyez bien que le delta entre 400 pris en charge et les 3000 en tout recensés, et le delta est énorme, et donc l'obligation qui est la nôtre, c'est 1, renforcer ces familles d'accueil pour qu'il y en ait plus.
2, faire en sorte qu'il y ait d'autres alternatives, et je pense au tiers digne de confiance, issu de la délibération que nous avons prise le mois de février 2017, mais pas que. Nous avons récemment lancé un appel à projet lié à l'action éducative à milieu ouvert. Là aussi, ce sont des hypothèses de travail, des alternatives. J'ajoute la prévention spécialisée que nous expérimentons à Dembéni. Vous savez qu'il y a eu des guéguerres un peu entre villages de Tsararano et Ongojou. Et bien là, le conseil départemental fort notamment, et ça il faut le dire, de la compensation que nous avons eue pour la première fois, parce que nous sommes à l'année 1 là de la compensation que nous avons eue, eh bien nous avons dit que nous allons être utiles, nous allons utiliser cette compensation pour être efficace au service du territoire. C'est ce que nous faisons avec la prévention spécialisée, avec l'AMO que nous avons lancé, qui sera bientôt une réalité, en donnant les outils, les moyens à nos ambitions, à l'ambition de la direction, la nouvelle direction de la protection de l'enfance. C'est comme ça que nous concevons les choses. C'est comme ça que nous faisons. Au-delà des mots, eh bien, la concrétisation, et j'aurai bientôt l'occasion de faire un bilan justement de cette année 1, après cette compensation, pour dire que nous utilisons, et nous utilisons à bon escient, cette compensation que nous avons tant réclamée, que nous avons fini par avoir, et là aussi, il faut que ça se voit, et ça va se voir. Un constat, Issa Abdou Issa, le défenseur justement des droits, Jacques Toubon, a réagi depuis le dernier rapport sur le droit de l'enfant publié à ce jour. Ce rapport fait une place à Mayotte et un rapport qui souligne une situation des enfants non conforme aux droits de l'enfant sur le territoire de la République française. Il parle notamment d'une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance trop insuffisante, loin du compte. Votre réaction par rapport à... Il a raison, mais il oublie juste de dire une chose, c'est que la loi de 2007, c'est gentil de dire ça, mais lorsque vous dites qu'il faut 3 enfants par famille, 4 par dérogation, il y en a 3000 comme je l'indiquais tout à l'heure. On a des familles d'accueil qui se retrouvent avec 4, 5, 6 enfants, au-delà même de la loi. Mais de deux choses l'une, ou on s'en occupe pas, et auquel cas on dit le conseil départemental ne prend pas ses responsabilités parce que c'est une compétence du département. Et lorsqu'on est obligé de faire cette mise à l'abri, et c'est souvent ce que nous faisons, avec des moyens modestes, sans famille d'accueil, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça se traduit par un surnombre, 5, 6 enfants, voire 10 parfois. Et là, ça ne peut que se traduire par une maltraitance, mais évidente, prévisible. Et là, c'est le défenseur des droits qui nous dit « Ah, mais vous maltraitez ces enfants-là. » Mais oui, qu'est-ce qu'on fait? Ou on les prend en charge, ou on ne les prend pas à charge. Et dans les deux cas, c'est difficile. Raison pour laquelle nous disons la chose suivante, et que la loi de 2007, celle de 5 mars 2007, n'est pas adaptée à Mayotte. Pour cette raison-là, mais pas que. Pour une autre raison qui est liée à la séparation de l'enfant et des parents, souvent d'origine comorienne ou anjouanaise, mais due à la reconduite aux frontières. Et donc cette famille, avec cette impossibilité de discuter avec la famille, l'enfant se trouve en placement chez nous, dans une famille d'accueil donc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps-là, eh bien, là où l'esprit de la loi dit que l'intérêt de l'enfant c'est de retrouver sa famille biologique, chez nous, c'est une réalité, eh bien, on se retrouve à nous occuper de ces enfants-là d'une manière ad vitam aeternam. Ça n'est pas l'esprit de la loi. Et donc, la manière même d'appliquer la loi ici est hors du commun et illégale tout court. Et donc, parfois, on vous explique parce que les familles, quand bien même ils sont à Mayotte, ils ne sont pas reconduites aux Comores et ailleurs, ils sont sur les hauteurs de Kaweni, pas loin d'ici. On vous dit, bah oui, d'accord, mais l'intérêt de cet enfant-là, alors même que la loi dit que l'intérêt de l'enfant, c'est être aux côtés de ses parents, là, on vous dit, bah non, tout compte fait, ils sont bien dans ces familles d'accueil. Résultat des courses, on se retrouve, nous, obligés à nous occuper de ces enfants. Sauf que ça n'est pas la loi. Et donc, le défenseur de droit, quand il dit ça, il a raison, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il dise que c'est à la décharge du département qui fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut, mais que la loi elle-même n'est pas adaptée à Mayotte. C'est ça la réalité. J'ajoute juste une chose, parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais des propositions, et les assises des Outre-mer est une occasion formidable. J'ai fait des propositions là-dessus pour qu'on... c'était au ministère des Outre-mer, j'ai eu la chance d'être reçu là-bas il y a quelques jours. Et j'ai demandé et obtenu que nous pointions, mais vraiment avec mes équipes, point par point, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas adapté pour que nous l'améliorions et que nous fassions des propositions qui visent à modifier la loi. C'est valable pour la circulation de ces enfants-là parce que, et j'en termine par là, je vois que vous... Non, je vous en prie. Exactement. Ben, la circulaire Taubira de 2013 qui dit que la solidarité nationale doit jouer lorsque un territoire est
allez, j'ouvre des guillemets, asphyxiés parce que ne sait plus quoi faire. Question démographique notamment, on parle. Une question démographique et de territoire. 374 km² à Mayotte, vous pensez bien que nous ne pouvons pas accueillir tous les enfants de la région. Et si on ne fait rien, et que la solidarité nationale, si on ne peut pas faire circuler ces enfants-là, c'est valable pour les territoires de ce jour qui sont made in Mayotte, et que, au fond, les enfants, pour ce qui nous concerne, ne peuvent pas aller ailleurs que de rester à Mayotte, vous voyez bien que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain, et que si on continue comme ça, et si on ne trouve pas une solution pour faire circuler, eh bien on sera asphyxié et Mayotte ne s'en sortira pas. Et nous crions au scandale parce que ça n'est pas normal, parce que cette circulaire de Taubira de 2013 est applicable partout sur le territoire national, et pas à Mayotte et en Guyane, alors même que nous sommes les territoires les plus concernés par cette question. Voilà une raison supplémentaire là aussi de demander à ce que cette loi de 2007 change, parce qu'elle n'est pas adaptée, parce qu'elle n'est pas adaptable, parce qu'elle n'est pas applicable à Mayotte, parce que là aussi, c'était des éléments supplémentaires, des billes que nous donnons aux défenseurs de droit pour nous taper dessus. Il a raison, sauf qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout pour dire que la loi elle-même n'est pas bonne pour Mayotte. Voilà. Alors, un dernier point, très rapidement. Un autre constat, c'est au niveau de la santé, puisqu'il y a forcément des conséquences, justement, par rapport à cette démographie. Alors, les équipes de Médecins du Monde, dans leur observation, indiquent que les délais pour obtenir un rendez-vous en PMI, qui est justement les compétences du conseil départemental, étaient souvent supérieurs à 4 mois. Comment le département, justement, compte remédier, si puis-je dire, à cette mauvaise pente? Très simplement, moi je suis très optimiste. D'abord, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé et là aussi obtenu, enfin, et la compensation liée à la PMI, là aussi transférée chez nous depuis 2008. Il y a qu'à Mayotte que vous voyez ça, transfert de compétences sans moyen, mais nous l'avons obtenu. On ne va pas refaire l'histoire, mais nous l'avons enfin obtenu. Mais ça nous donne l'obligation là aussi de nous donner les moyens de nos ambitions. Je parlais tout à l'heure du cas de l'ASE, mais on va faire la même chose pour la PMI. Recrutement d'un personnel qui fait défaut aujourd'hui, mais ça suppose aussi, parce que ça court pas les rues, les travailleurs sociaux ou médico-sociaux, eh bien former. C'est pour ça que nous avons fait venir une antenne RTS ici pour former un personnel médico-social. C'est pour ça que nous donnons ces moyens colossaux à l'IFC ici pour former des infirmiers en puériculture. Mais c'est aussi pour ça que nous nous battons pour qu'il y ait une première année de l'université dédiée à la médecine ici à Mayotte, parce que le numerus clausus tel qu'il est appliqué aujourd'hui ne bénéficie pas à Mayotte, parce qu'il manque la fac de droit, la fac de médecine notamment ici, mais et donc résultat des courses, ça bénéficie à nos voisins réunionnais, pourquoi pas, mais nous ne sommes pas les élus de la Réunion, et donc nous battons pour qu'il y ait cette formation en médecine ici à Mayotte, pour former des médecins mahorais, parce que ce jour-là, on n'aura peut-être pas à régler ce problème d'attractivité du territoire, qu'il faudra de toute façon faire, puisqu'il faut qu'on crée les conditions pour faire venir et est-ce que ça fait partie du nouveau schéma départemental de l'enfance et de la famille qui est prévu pour la période 2017-2020 tout à fait. Et que salue justement le défenseur des droits, Jacques Toubon. Absolument, mais c'est ce qu'il faut et ça va dans le bon sens. En tout cas, nous bossons à dessein et en faisant ça, on a crié à qui voulait l'entendre à l'époque qu'il nous manquait les moyens. Aujourd'hui, nous les avons, même si ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça va nous permettre en tout cas de faire en sorte que nous ayons les moyens humains et matériels pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent et qui sont devant nous et dont j'en suis sûr, eh bien, seront résolus parce que nous sommes déterminés et motivés à nous apprendre le corps notre compétence qui est celle du médico-social. Merci Issa Abdou Issa. Merci à vous. On a un peu explosé le compteur sur le coup, mais c'était très important de faire le point sur cette question. Merci encore d'accepter notre invitation. Merci à vous. En éducation, les syndicats locaux restent à l'offensif dans le département. Vendredi dernier, le SNUPP FSU Mayotte, accompagné de sa maison mère, ont été reçus au ministère des Outre-mer. Les doléances du mouvement ont été posées sur la table. Augmentation de taux d'indexation des salaires, passage de l'ensemble du département en zone REP, ou bien encore les constructions scolaires. L'ensemble des problématiques du territoire ont bien été abordées. Nous sommes partis à la rencontre du secrétaire Rivo Malalara Contandravelo, de retour de la métropole, Adèle Laurent. La semaine passée aura été chargée pour le syndicat SNUPP FSU. Rencontre à l'Élysée et au ministère des Outre-mer. Pour le secrétaire départemental, les revendications ont bien été entendues, mais pas écoutées. Très déçu parce qu'il me semblait quand même qu'on avait fait un travail de remontée d'informations
Avant les élections présidentielles, l'équipe de campagne de M. Macron, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de découvrir des choses. Globalement, le fait d'être reçu, c'est toujours quelque chose de bien puisqu'on peut passer des messages. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a en retour? Presque rien. Ils ont bien conscience des difficultés, mais ils n'ont pas encore réfléchi à des solutions. Est-ce qu'il faut encore de nouvelles mobilisations? Je ne sais pas. Durant cette réunion avec le ministère des Outre-mer, le SNUPP-FSU a une nouvelle fois abordé le problème des constructions scolaires, des rythmes scolaires, mais aussi, inévitable point, des violences scolaires, une des conséquences de la surpopulation au sein des établissements. La priorité des priorités quand on parle de problèmes de violence scolaire aujourd'hui, et c'est ce que nous disons, il faut faire baisser ces écoles. Il faut faire baisser les établissements du second degré en termes d'effectifs. Tant qu'on n'a pas ça, eh bien, tout ce qui sera fait à côté, ben, il faudra les faire. Il faudra plus de personnel, il faut mettre des murs, il faut tout ça. Mais tant qu'on reste dans des proportions quand même inimaginables en termes d'effectifs, eh bien, il n'y aura pas de solution. Une des solutions pour faire baisser le nombre d'effectifs au sein des classes, le passage de tout le département de Mayotte en un REP+, l'une des revendications des syndicalistes SNUPP-FSU. Lors de la réunion de vendredi, le ministère des Outre-mer a semblé y être favorable et s'est engagé à interpeller le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Heures de formation pour les enseignants, indemnités financières mais aussi moins d'élèves par classe. Le dispositif REP+, déjà installé sur 8 zones à Mayotte, fonctionne-t-il vraiment? J'ai pas entendu une opposition du ministère des Outre-mer. On va voir qu'est-ce que ça va donner au ministère de l'Éducation nationale. Les premiers effets d'un REP+, ben c'est la baisse des effectifs. Il y a environ 8 zones à Mayotte. Ben, j'aimerais bien voir ces zones où, par exemple à Dembéni, est-ce que les écoles, les collègues travaillent dans des classes non surchargées? Je ne pense pas. A rappeler qu'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron était de passer dans les zones prioritaires, dont les Outre-mer, à 12 élèves par classe pour les CP et les CE1. Un défi qui paraît particulièrement compliqué à relever sur le 101e département. Indexation des salaires reprise en compte de l'ancienneté générale de service. S'agissant des autres volets, la ministre des Outre-mer avait promis une réunion au mois de novembre pour en discuter. Réunion qui vient d'être décalée à janvier 2018. L'affaire est donc à suivre. Les fêtes de fin d'année dans le département probablement menacées par le conflit social au port de Longoni. La situation au sein du délégataire Mayotte Channel Gateway n'aide pas au remplissage des rayons dans vos magasins, notamment après l'intervention des femmes leaders qui ont investi dernièrement les routes du site en soutien aux agents grévistes. Conséquence, des milliers de conteneurs sont bloqués. Pour le chargé de mission MCG, c'en est trop. Aujourd'hui, Jacques-Martial Henry accuse. Selon lui, la faute en revient au préfet qui laisse une poignée de manifestants paralyser l'économie de l'île. On l'écoute. Lundi, à 14 h, lorsque nous étions à la Diète pour discuter de l'issue de cette grève ou de solutions liées à cette grève, au même moment au SMIAM, il y avait une réunion entre la SMART, Martinez, une femme, je ne pense pas que c'est les femmes leaders, et cette grève, c'est une drôle de grève, c'est quelques personnes, il y a une décision de justice que le préfet doit exécuter. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce port est, les grévistes barrent la route. Ils disent que le tribunal nous a interdit de cadenasser le portail, mais nous a pas interdit de fermer la route. Propos recueillis lors de la matinale de Kwezi.
Commerce toujours dans votre 19h, les marchands de légumes du département dans le viseur des services de l'État. Depuis mercredi dernier, les tomates Made in Mayotte sont sous haute surveillance. Plusieurs actions ont été menées afin de saisir et détruire un aliment aujourd'hui devenu dangereux. Un produit actuellement porteur de traces d'un insecticide prohibé en France avec des taux relevés lors de derniers prélèvements de 2700 fois supérieurs aux doses recommandées. Pour les commerçants du département, les jours sans tomates sont bien tristes. Les réactions au marché couvert de Mamoudzou dans ce sujet de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le fruit roi des légumes était bel et bien aux abonnés absents ce matin du côté du marché couvert. Depuis mercredi, toutes les tomates ont été saisies aux grandes dames des commerçants qui pour certains ont perdu beaucoup d'argent en quelques minutes. Rangu tomati ya tolo aristambiha mana hiyo de biashara rudzao hiyo de stawi zao la tabu zatu hiyo de rangu ya tolo la tabuzi sirisa aristambiha mana karsipara biashara rauza lazima riprovenewa bani tuzini zinatwari lerayo karsto markezato ndaranunu mana madar karto markendanunwa shitu jari tela tabuni. En marge des pertes financières, c'est aussi et surtout le danger pour la santé des clients qui pose problème, même si certains clients, justement, avaient espoir de trouver le précieux solanacé au détour d'un étal. Si na kotana tomate be tomate kavu wa wotiranga to de salade. Yo ça va pas aber tenda so difram ranunu we mana voa so difram. Cette mise sous surveillance pose la question de l'approvisionnement des commerçants. En effet, ces derniers affirment ne pas être en relation directe avec les producteurs sur un territoire où le nombre d'agriculteurs reste très limité. Jusqu'en avril 2018, les tomates risquent de faire cruellement défaut sur les étals des marchés. Reste maintenant à espérer que cette affaire permettra aux producteurs de se mettre en conformité avec la loi et de ne plus mettre en danger la santé des consommateurs. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Jeudi dernier, la CGT Éducation était en grève. Une délégation a ainsi été reçue par Madame le vice-recteur et de nombreux points ont été abordés. Néanmoins, le syndicat se dit déçu par cette rencontre et par le peu de réponses apportées, notamment en ce qui concerne les violences dans et aux abords des établissements scolaires. Selon le syndicat, je cite, « Sur ce point, Madame le vice-recteur semble déconnectée de la réalité, considérant que le problème est extérieur à l'éducation nationale. Notre analyse est très différente. Les violences se déroulent également à l'intérieur des établissements. Il s'agit donc bien de violences scolaires, en lien avec la surpopulation scolaire à laquelle nous sommes confrontés. Aussi, sans moyens éducatifs renforcés, la situation continuera de se dégrader. » Pour conclure, la CGT affirme qu'elle travaille aux conditions d'une mobilisation unitaire plus large, car seule la mobilisation des personnels pourra faire bouger les lignes. Et dans la lignée des propos de la CGT, depuis ce matin, le collectif des personnels du lycée de Kahani exerce son droit de retrait. Ce mouvement fait suite aux graves événements qui se sont produits mercredi devant l'établissement. Les membres du collectif expliquent ainsi que depuis 2 ans, les violences se sont multipliées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ce qui suscite un fort climat d'insécurité chez les élèves et le personnel, au point que certains élèves et enseignants ont demandé une autre affectation. Selon le personnel, je cite, « En 2010, nos effectifs étaient d'environ 900 élèves. Aujourd'hui, ils ont plus que doublé. Toutefois, l'équipe de la vie scolaire n'a pas augmenté en conséquence. Nous demandons le déplacement de l'échangeur de transport scolaire. Nous exigeons la création d'un 3e poste de conseiller principal d'éducation et d'un second proviseur adjoint, ainsi que 4 nouveaux postes à plein temps de surveillants. » Le catamaran Éole Premier a pris la mer. Ce bateau de 8 mètres par 17, qui doit offrir une nouvelle offre de prestations pour le secteur du tourisme à Mayotte, a quitté le Sri Lanka et son chantier naval pour prendre la mer et traverser l'océan Indien. À son bord, les propriétaires du Alamandas Boat, Patrick Varela et son épouse, se relayeront pendant tout le temps du trajet pour acheminer ce nouveau géant dans le lagon.
Les deux skippers s'étaient envolés la semaine dernière pour aller chercher le bateau qui était en cours de finition. Et c'est samedi en début d'après-midi que le top départ de l'aventure a été donné. La durée exacte du voyage est soumise aux aléas tels que les conditions de mer ou encore les couloirs météo qui constitueront les données à prendre en compte en fonction des phénomènes sur zone. A noter qu'Eol Premier fera escale aux Maldives et aux Seychelles avant d'accoster à Mayotte très prochainement pour le plus grand bonheur des clients de l'Alamandas Boat. En sport, l'édition 2017 de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien de handball se tiendra du 25 novembre au 3 décembre prochain à l'île Maurice. Une compétition retirée à Madagascar suite à l'épidémie de peste rencontrée par la Grande Île. Team Koura chez les hommes et Kombani chez les femmes, vainqueurs de la Coupe de Mayotte, seront les représentants du territoire. Une campagne qui pourrait cependant bien être gâchée par l'absence de certains clubs, faute de moyens financiers. Reportage. Veille de départ pour l'AGH Team Koura, 5e participation pour le club en coupe régionale et les derniers vainqueurs de la Coupe de Mayotte préviennent d'ores et déjà, ils n'iront pas à l'île Maurice pour des vacances. L'objectif d'être sur le podium, on est complet, moi j'ai vécu l'expérience de la CCOI l'année dernière, beaucoup de joueurs aussi. On a réussi cette année à emmener toute l'équipe. L'année précédente, on était un petit peu affaibli, on dira, tout le monde n'avait pas pu partir. Là, on emmène tout le monde, donc on y va pour une médaille minimum. On s'entraîne tous les jours ici pour pouvoir justement jouer ce genre de rencontres et les finalités en N3, être champion et participer aux finalités à Paris. Mais pour l'instant, c'est la Coupe de l'océan Indien. On a gagné durement la Coupe de Mayotte ici d'un but contre Bweni. Et là, certes, c'est une récompense, mais ce n'est pas une fin en soi. Les sudistes, mieux préparés cette année, prennent de l'avance. L'association a dû puiser sur ses propres fonds pour décoller beaucoup plus tôt, en attendant le soutien financier des collectivités. L'année dernière, on est parti la veille de la compétition. On ne savait pas si c'était maintenu ou pas. On n'avait pas les conditions optimales pour la compétition. Mais cette année, je pense que les conditions sont un peu meilleures, mais il y a toujours des discussions, etc. Donc je pense que là, on est sûr d'y aller. Une ressource que n'a pas réussi à réunir le Kombani Handball Club. Deuxième représentant de l'île au Lagon chez les femmes, la compétition pourrait bien tomber à l'eau. 10 000 € manquent à la table pour assurer le séjour. On y était à Madagascar l'année dernière, on devait y être à Maurice cette année, mais écoutez, ça ne se fait pas, Nous, on a aussi une responsabilité, c'est que le club ne meurt pas. On a prêté 4 000 € pour aller à Tananarive l'année dernière à Madagascar sur le même tournoi. Si on va encore prêter 10 000, être à moins 14 000 sur de l'argent qu'on ne sait pas où trouver, c'est la pérennité même du club qu'on met en jeu. Pour les joueuses du CHC et leur entraîneur, la déception est grande. L'absence de Mayotte sur des compétitions comme ça dans l'océan Indien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe vraiment, je dirais, diplomatique. Parce qu'on sait que c'est le seul moment qu'on échange avec les autres. C'est le seul moment qu'on peut montrer que Mayotte existe. Si aujourd'hui on se ferme sur ce genre de choses, je trouve dommage. Et je trouve dommage pour le Mayotte, je trouve dommage pour les sports. Aujourd'hui, le président du club lance un appel aux autorités. Je sais qu'on a été pris de court et qu'on a demandé la rallonge tard par rapport à leur fonctionnement administratif, mais ils ont un service des sports qui doit être en veille justement par rapport à ces événements-là. Il n'appartient pas au club qui n'a pas de salariés, qui est formé de bénévoles qui vont au travail, qui arrivent à 18 h, de mener une veille de ces événements-là. Ils savent qu'il y a cet événement-là pour tous les clubs. Basket, volley, hand, il faudrait qu'on soit à la hauteur. Au jour d'aujourd'hui, au niveau du territoire, on n'est pas à la hauteur de ces événements-là. On n'est pas champion en bricolant. Un champion doit agir en champion dans tous les sens et dans tous les domaines. La Coupe des clubs champions de l'océan Indien débute ce samedi. Reste à savoir si Mayotte pourra bien être représentée par ces deux équipes. Et on croise les doigts pour la participation des deux clubs et bien évidemment la victoire au bout. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo, Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi demain, 6 h, la matinale pour un décryptage de l'actualité locale. Je vous retrouve à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous sur Kwezi et à demain si vous le voulez bien.